de dialogue qu'on va pouvoir mener aussi avec le concours de deux éminents cytopathologistes de la région. D'une part, Gerlinda Avrous, ici, qui travaille avec nous au CHU de Haute-Pierre et j'allais dire, qui nous épaule quasiment tous les jours dans notre partie, que ce soit dépistage, mais aussi prise en charge diagnostique. Et d'autre part, le docteur Rémi Picot, qui travaille avec donc dans le laboratoire Hippocrate, dont on a montré effectivement déjà l'implication, je dirais, excessivement importante, j'allais dire, en Champagne et Ardennes. Ça dépasse très largement le département là-bas. Et je pense qu'on va pouvoir effectivement discuter et mettre en lumière un certain nombre d'éléments qui ont été donnés. Et parmi ces éléments, je souhaiterais quand même souligner un certain nombre de choses. D'abord, remercier les conférenciers parce que les exposés étaient quand même très, très, très clairs et je pense que effectivement, on pourra partir de là avec des choses très, très claires. Remercier aussi Muriel pour les chiffres. En fait, on s'imaginait beaucoup plus de co-testing et je pense que c'est la bonne nouvelle du jour. Nous avons finalement, dans les deux départements, que ce soit dans les Ardennes ou dans le Bas-Rhin, finalement, nous avons très, très peu de co-testing. À tel point, mais ce sera un autre webinaire qu'il va falloir qu'on fasse à un moment donné, c'est que le danger que j'imaginais qui était celui du co-testing, à mon avis, est mineur, alors que le danger, et ça a été évoqué un tout petit peu, mais je voudrais y revenir par la suite, et comme dit, il faudra peut-être faire plus qu'un webinaire, le danger du surdépistage par intervalle court va être beaucoup plus important, d'autant plus que l'intervalle qui est préconisé, vous l'avez entendu, et on a essayé d'argumenter ce fait, l'intervalle qui est préconisé pour le test HPV, ça ne s'appelle pas 3 ans, et encore moins 1 an qu'on constate là actuellement avec le frottis, c'est 5 ans. Et pouvoir, je dirais, faire face à la demande de la patiente qui est souvent, j'allais dire, une demande teintée d'angoisse pour elle, pouvoir faire face et pour dire non, votre test nous permet d'innocenter, etc. Je pense que ça va être très difficile et ça va être l'objet d'un prochain webinaire. Si nous revenons au co-testing, si vous voulez, moi, et pour lancer, j'allais dire, le débat avec nos deux éminents cytopathologistes, est-ce qu'ils peuvent mettre leur caméra, s'il vous plaît? je pense certainement, oui, comme ça on les verra. Pour effectivement lancer le débat, c'est est-ce que vous-même, dans votre pratique, vous avez certainement là maintenant vu des changements, je dirais déjà dans les demandes qui vous ont faites, mais aussi dans votre propre pratique. Est-ce que, par exemple, si vous avez connaissance d'un résultat virologique positif, ceci, quelque part, ne risque pas d'influencer votre interprétation en tant que cytologiste? C'est une question que je pose parce que, et nous allons probablement pouvoir le montrer sur le grand nombre, et donc je ne vous demande pas de chiffrer les choses, mais sur le grand nombre, on verra certainement qu'un certain nombre d'interprétations cytologiques, ça ne sera pas tellement dans le co-testing, mais ça sera dans l'HPV de triage, dans le frottis de triage suite à un HPV positif, on aura peut-être un glissement vers, une fois de plus, j'allais dire, la politique parapluie. Voilà, je vous donne la parole. Je veux bien commencer, on en parlait là tout juste avec une de mes associées. On a remarqué effectivement, depuis que le test HPV est en primaire, une augmentation du taux d'ASCUS dans notre cabinet, bon, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même significative. En sachant que, bon, on n'utilise pas, nous, actuellement, puisque d'autant plus que le nombre de frottis a baissé de manière importante, on n'utilise pas d'automates qui permettent de faire un triage des cellules. Donc, on se rend compte qu'il faut parfois recadrer un peu nos
plasticienne, parce qu'il nous arrive assez de temps en temps de recadrer, de reclasser un ascus en frottis normal, parce qu'elles sont influencées par l'HPV. Et indirectement, on a quand même l'impression qu'on a maintenant beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus de biopsies, et donc il y a eu beaucoup plus de colposcopies qui sont faites actuellement. Et c'est un des arguments des gynécologues qui veulent quand même un co-testing, qui veulent une cytose, et qui disent s'il faut faire une colposcopie maintenant, vu les algorithmes actuels, hein, si j'ai bien compris, quand même, la plupart du temps maintenant, d'autant plus qu'on arrive finalement à plus d'un an après le démarrage du dépistage, il suffit d'avoir un test HPV positif dans le suivi d'une lésion intra-épithéliale, même de bas grade, ou a fortiori dans le cadre d'une surveillance d'une lésion. Il suffit d'avoir un test HPV positif pour déclencher la colposcopie. Ça leur pose un peu problème et ils aiment bien avoir une cytologie qui va corroborer l'HPV positif. Mais effectivement, le risque, c'est d'augmenter le nombre de frottis positifs, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez la même expérience à Strasbourg, mais chez nous, c'est comme ça. Alors, pour ma part, à Strasbourg, on a un peu la même expérience, et même, je peux dire qu'on a observé qu'on a en tout, dans notre année 2021, on a regardé un petit peu nos chiffres, et nous avons détecté parmi les tests HPV un pourcentage positif de 16% des cas, sachant qu'on est dans une population surtout qui viennent de l'hôpital et qui vient aussi d'un petit cabinet qui est dans une zone proche de l'hôpital d'Aude-Pierre également. Et donc, nous avons un taux positif de HPV au risque de 16%. Et nous avons détecté dans la technique du triage par cytologie un taux plus important d'ascus, effectivement, qui par moment atteignait presque 20%. Après, on s'est dit il faut un peu freiner, mais bon, c'est difficile de freiner quand on a connaissance du test HPV. En fait, la plupart du temps, on a connaissance, on sait qu'il y a un HPV, et donc on regarde effectivement le frottis complètement différemment. Et parfois, on trouve aussi des lésions de haut grade qu'on n'a pas vues avant parce que le frottis n'avait pas beaucoup de cellules néoplasiques. Et vous savez tous que les cellules du haut grade sont beaucoup plus petites, sont plus difficiles à voir, et donc on va plus facilement regarder ce frottis de façon différente que dans un simple dépistage. Donc, on a tout à fait observé cette augmentation des ascus. Après, c'est sûr que c'est à voir dans le temps. On va certainement s'améliorer avec le temps et arriver à des chiffres corrects. Si on regarde une étude qui a été réalisée par des Américains qui s'appelle le Impact Trial, donc l'impact du test HPV concomitant avec la cytologie a été analysé sur plus de 35 000 femmes. Ils avaient un taux de HPV positivité de 15,1%, avec des HPV au risque 16 et 18 de 3 et de 1,5%. Et ils avaient aussi un taux cytologique de ascus de 6,5%, qui est un peu plus élevé que ce qu'on avait avant dans le testing, dans le triage avant, et de lésions au-dessus de l'ascus, c'est-à-dire de plus de 3%. Et ça dans une population standard, ce n'était pas une population hospitalière généralisée. Donc, on a quand même une augmentation des cytologies, mais même que dans cette étude, la cytologie était faite en double aveugle avec le test HPV. Et par contre, ils avaient une histologie pour toutes les patientes, parce qu'une colposcopie était réalisée aussi bien dans les tests HPV positifs que dans les tests HPV négatifs. Ils avaient trouvé, en cas
une colposcopie dans les HPV négatifs avec cytopositive et dans les HPV positifs avec cytopositive. Et ils avaient trouvé un taux de lésion CIN2+, de 12,4%. Donc, c'est quand même dans la population générale. Ça, c'était une étude très bien menée, très, très rigoureuse, et avec un taux de positivité de lésions clairement prouvées histologiquement de plus de 12%. Donc, je pense qu'il faut que nous, on reste dans notre stratégie et après, avec l'indication de la colposcopie, lorsqu'un test HPV est positif, avec un triage cytologique positif, voire, comme les Australiens proposent plutôt une colposcopie immédiate dès qu'on a un HPV 16 ou 18 proposé. Ça, on va le voir avec le futur et dans les études qui vont suivre. Merci beaucoup, merci Gerlinde. Alors, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur la remarque du docteur Picot. La demande des gynécologues, notamment quand ils sont en surveillance d'une lésion, qui généralement c'est une lésion de bas grade, donc ça peut même être une lésion de CIN2. Cette demande, je dirais, de fait de mon expérience colposcopique, est assez, j'allais dire, surprenante. Si j'ai un diagnostic de CIN de bas grade, que je ne souhaite bien entendu pas traiter, que je vais surveiller 1 an après, je peux parfaitement concevoir, et je pense que tout ce qu'on a dit ce soir, et notamment ce qu'a dit Christine Clavel concernant la forte valeur prédictive négative du test HPV, je peux concevoir que si le test HPV, pour cette femme qui est porteuse, qui était porteuse, je dirais, d'une CIN1, de CIN de bas grade, si ce test HPV 1 an après est encore positif, pour moi, il n'y a pas de place pour un frottis. Il faut d'emblée retourner à la colposcopie. Inversement, si ce test HPV est négatif maintenant, compte tenu de la forte valeur prédictive négative, je pense qu'on peut éviter, et le frottis fait à ce moment-là apporte très peu de sécurité supplémentaire. Et donc, je pense que dans le suivi, ce serait effectivement, mais je parle en tant que colposcopiste, le suivi d'une lésion que j'ai déjà vue et pour laquelle je décide quelle est la stratégie ultérieure. Ce n'est pas tellement les résultats intercurrents, elle est encore positive, il faut que je la revoie et il faut que je vois si dans mes données colposcopiques, est-ce que c'est une lésion qui a grandi, qui n'a pas grandi, qui a changé, qui n'a pas changé, des atteintes vaginales qui sont associées ou pas, pour voir effectivement si je peux persévérer dans cette stratégie de simple surveillance. Et je pense que c'est quelque chose que, cette fois-ci, les colposcopistes doivent petit à petit apprendre, et ils doivent apprendre, j'allais dire, à faire confiance à un HPV négatif, voilà, et à se méfier de l'HPV positif. Parce que c'est là où le colposcopiste doit être particulièrement fort. Et c'est, on l'a vu, quand même dans une population qui est non négligeable. Alors, je souhaiterais aussi remercier Lise Lecointre qui nous a montré notamment l'expérience néerlandaise avec ce qui est important, c'est l'étude longitudinale. Parce que, et ça a déjà été montré par Schiffman et Christine Clavel l'a montré ce soir, effectivement, il y a probablement des explications virologiques au fait que le test HPV est plus souvent négatif dans les cancers parce que j'allais dire, le message à détecter a disparu, il a été intégré et il n'est plus apparent, notamment pour ce qui concerne L1. Il est plus souvent négatif dans les cancers, il est 2 fois plus souvent négatif que dans les lésions de haut grade. Et ce qui est important, c'est de ne pas constater quelque chose à un moment donné, à un moment T, mais bien de voir quelle est la sécurité de notre stratégie
sur le long terme pour la femme. Et effectivement, cette sécurité de stratégie nous montre finalement que le co-testing par rapport à l'HPV seul apporte très peu de sécurité supplémentaire pour les CIN3 et surtout pour les cancers. Et c'est cette expérience néerlandaise qui, à mon avis, doit nous renforcer dans cette politique de rester sur ce test HPV en primaire seul et non pas le co-testing. Et doit certainement, pour nous, et avec ce que vous avez dit à la fois Rémi et Gerlinde, dire effectivement, demain, les choses effectivement dans la vraie vie et dans nos laboratoires vont changer parce qu'on va être influencé. Et les influences vont aussi être différentes avec, au fur et à mesure que la pathologie va devenir plus rare, parce que l'expérience des cytotechniciens, effectivement, que vous avez dans vos laboratoires, va effectivement s'amenuiser, etc. Mais en même temps, l'HPV, et ça a été dit par Christine, l'HPV chez une personne, par exemple, vaccinée, n'est pas la même signification que l'HPV chez une personne non vaccinée. Parce que vacciné, c'est probablement, et le plus souvent, un HPV qui est juste présent parce qu'il y a eu un rapport, entre guillemets, contaminant dans la semaine qui a précédé, et ça ne sera pas du tout une infection persistante, parce que cette femme est protégée par son vaccin, et ça ne sera pas du tout une occasion de faire une CIN3. Et donc, le test HPV va aussi perdre en valeur prédictive positive, pas uniquement la cytologie. Et ça, c'est quelque chose qui est important à voir. Voilà un petit peu les choses. Et maintenant, je voudrais me tourner vers Émilie éventuellement, afin que nous tous, les conférenciers et les débatteurs, on puisse éventuellement répondre aux questions qui sont posées. Émilie. Oui, alors je vais tout de suite faire les questions qui étaient déjà dans le chat. Après, j'ai d'autres questions qui étaient déjà posées lors des inscriptions, donc on fera en deux temps. La première, là, dans les chats, c'est un médecin généraliste qui soulève un problème, qui dit qu'en tant que médecin traitant, il n'a pas accès aux résultats, que voilà, les laboratoires ne lui envoient pas les résultats des frottis effectués par les spécialistes ou gynéco ou sage-femme, et que pour lui c'est un problème puisque quand il voit ses patientes, ensuite il ne sait pas quel a été le suivi, les femmes ne s'en souviennent pas toujours, et voilà, il voulait savoir s'il n'y avait pas un moyen pour qu'un médecin traitant ait accès aux résultats de suivi de ses patientes faits chez d'autres médecins. Je ne sais pas qui peut répondre à ça, est-ce que c'est faisable ou pas? On peut déjà poser la question, qui veut répondre? Alors, je vais répondre sur, je dirais, une pratique qui est forcément une pratique personnelle. Mais je vais répondre aussi sur une expérience qui avait été menée dans le Haut-Rhin à un moment donné. Nous avions des financements du régime local et qui nous permettaient de financer l'envoi d'une copie du résultat systématiquement au médecin traitant, sous réserve, bien entendu, que la femme donne son accord au moment où on prélève. C'est à peu près la même chose que de demander l'accord, effectivement, que le résultat parvienne au CRCDC. Alors, ça a très mal marché. Il y a eu très peu de résultats qui ont finalement été partagés avec les médecins traitants. Très peu. Et quand j'ai commencé mon activité ici de consultation, j'ai systématiquement posé la question, et en tant que jeune médecin à l'époque, j'avais souvent la réponse, « Ah ben non, écoutez, de toute façon, ça n'intéresse pas mon médecin, le côté gynécologique, c'est vous qui l'assumez. » Donc, je veux dire, au départ, j'étais probablement un petit peu trop mou et trop tendre, et j'ai pas eu le réflexe, il y a de cela plus de 20 ans, pour effectivement modifier les choses. Alors que le médecin traitant existait déjà en tant que tel. Et puis maintenant, et depuis toujours, maintenant, j'allais dire, probablement depuis que j'ai été nommé professeur, ça a dû changer quelque chose.
quand je pose la question à une patiente et qu'elle me dit « bah non, ça n'intéresse pas mon médecin », je pose systématiquement une question en retour. Je dis « qu'est-ce qui vous autorise à dire cela ?» Et là, en règle générale, j'ai un silence absolu. Et je dis, bah, écoutez, compte tenu de votre silence et compte tenu du fait que c'est votre médecin traitant, je pense qu'il faut absolument l'informer. Et c'est vrai que je prends l'habitude systématiquement, non seulement d'écrire au médecin qui m'a envoyé la patiente, donc un médecin référent, qui est souvent un gynécologue, mais systématiquement un double au médecin traitant et systématiquement un double à la patiente. Ça, il me semble, c'est de bonnes pratiques. Et j'ai une consultation qui déborde. Donc, apparemment, les patientes ne m'en veulent pas trop. Donc, voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est difficile. Ça nécessite de toute façon l'accord de la patiente. Ça, c'est tout à fait indéniable. Mais que ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. On arrive à l'avoir. Tout comme j'ai systématiquement l'accord de la patiente pour pouvoir transmettre les données au CRCDC. Ça me prend en tout et pour tout à peu près 30 secondes pendant lesquelles non seulement je parle, mais je termine de remplir le bon de cytologie. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte de temps. Merci. Alors, il y a plusieurs questions qui avaient été posées et dont les réponses ont été apportées lors des présentations. Alors, il y en a peut-être une, je ne sais pas, peut-être professeur Clavel. Est-ce que la vaginose accélère le processus d'envahissement par les HPV? Alors là, voilà une question très spécifique. Bon, pas à ma connaissance, alors la vaginose, on peut dire que c'est un état un peu inflammatoire. Alors, tout ce qui est inflammatoire, c'est toujours des facteurs favorisant un petit peu de faiblesse. Mais bon, la cible de l'HPV, c'est quand même le col. Alors après, on sait qu'on a des cancers potentiellement du vagin, de la vulve, mais dans une proportion moindre. Bah, peut-être que si on a une vaginose, et là je vais laisser mes collègues gynécologues répondre, peut-être qu'on va faire encore plus attention, mais bon, pour moi c'est indépendant de ce qui se passe au niveau du col. Ça peut être en plus, mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire. On peut faire un test HPV aussi s'il y a une biopsie ou s'il y a un frottis, on peut vérifier. Mais il faut vérifier, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je dirais. D'accord. On a encore 10 minutes. Oui, alors une question un peu plus sur le suivi. Chez une femme de 50 ans, considérée comme en stabilité sexuelle depuis plus de 10 ans, qui a toujours eu des frottis normaux sans test HPV, et qui présente maintenant un test HPV positif, dont le HPV 16, avec un frottis normal, que faire? Ça veut dire, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre, mais si elle a déjà eu plusieurs frottis sans test HPV, tout d'un coup on lui en fait un qui est positif, 50 ans, ça veut dire qu'elle l'avait avant, voilà, et là on le trouve. Alors un test positif, cytonégatif, vous m'avez dit, un cytonégatif, hein. Oui. Et ben là, je pense qu'il va, vu son âge, je pense qu'il va aller en colposcopie. Voilà, après, on peut répéter, mais je connais pas, il faut voir son passif. Est-ce qu'elle a eu des lésions avant? Non, a priori non. Alors les questions subsidiaires, c'était est-ce que la colpo est nécessaire? Doit-on faire une biopsie sans colpo? Quel est le risque de trouver un cancer? Et quelle suite à donner? Alors, la recommandation, je prends la parole. La recommandation est très claire. La recommandation qui est HPV positif, frottis négatif, chez une patiente qui n'a eu aucune histoire jusqu'à présent, c'est contrôle par test HPV 1 an plus tard. Et si là, il persiste toujours encore cette infection d'HPV, c'est vrai qu'elle ira en colposcopie à ce moment-là. Et c'est lorsqu'on fera ce contrôle test HPV 1 an après qu'il ne faut surtout pas faire une deuxième fois confiance au frottis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu lieu de faire un deuxième frottis de triage sur cette HPV de contrôle 1 an après. C'est à ce moment-là colposcopie, mais certainement pas colposcopie au départ. Comment ceci ensuite peut s'expliquer si elle est effectivement dans, je dirais, un régime de croisière stable en termes d'activité sexuelle? Je dirais, ça peut s'expliquer par le fait que le partenaire n'est peut-être pas dans un régime de croisière aussi stable,
Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus probable. Et ce qu'il faut dire à la patiente pour éviter de l'envoyer tout de suite chez un avocat, c'est effectivement de dire que l'HPV peut être dormeur depuis très très longtemps. Et là, on a fait pour la première fois un test, on l'a vu, mais le frottis est normal, donc ce n'est absolument pas grave. Et il n'y a pas lieu de faire de biopsie, et encore moins de biopsie à l'aveugle. La biopsie à l'aveugle, je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est comme si vous me parliez de traitement au chalumeau. À peu près pareil. Donc, ça n'existe pas. Voilà. Dernière question, Émilie, puis la soirée avance et on est presque à 20h. Donc, Oui. merci à tout le monde d'ailleurs d'avoir respecté le timing. Alors, juste avant la dernière question, je voulais juste apporter un témoignage d'un cytotechnicien qui disait qu'il trouve que la part d'HPV négatif avec frottis, HSIL ou adénocarcinome ou AGC est non négligeable sur des cotestines. Voilà, c'était son avis. Donc la dernière question, si le premier frottis n'a pas été fait à 25 ans, mais plus tard que 25 ans, quelle est l'utilité de faire le deuxième frottis un an après? Alors, là encore, on peut répéter la recommandation. Si on est avant 30 ans, l'utilité de faire le deuxième frottis un an après, c'est parce que nous connaissons avant 30 ans, mais comme après 30 ans, et ce qui a été dit par Christine, cette sensibilité imparfaite du frottis. Et donc, nous n'allons pas faire courir à cette femme un risque pendant 3 ans d'avoir éventuellement être tombé sur un frottis faux négatif. Si on est, je dirais, après 30 ans, c'est sûr qu'on fera un test HPV à ce moment-là et on ne fera pas un frottis de contrôle. Mais on le fait à 1 an, je dirais, de ce premier contrôle frottis. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'emblée un test HPV dont on connaît la meilleure sensibilité? Mais avant 30 ans, on connaît aussi la très faible spécificité. Avant 30 ans, l'HPV est beaucoup plus un marqueur de l'activité sexuelle qu'on sait, je veux dire, pas du tout en régime de croisière, comme on a dit juste avant, mais je veux dire en régime d'exploration. Et que donc, dans ces cas-là, ça se ramasse très facilement parce que ça se transmet très facilement. En règle générale, on sait que l'HPV se transmet, même en utilisant le préservatif, au bout de 3 rapports sexuels avec le même partenaire. Et ça va dans les 2 sens. Donc, il est évident que c'est un marqueur d'activité sexuelle qui n'a pas, j'allais dire, sa place avant 30 ans parce qu'il y a trop d'HPV positifs. Et ça va mettre, si vous voulez, une angoisse et un excès d'examen, sans compter qu'à ce stade-là, on est souvent sur des cols avec un aspect colposcopique encore d'immaturité et une métaplasie immature qui blanchit comme n'importe quelle lésion, et à partir de là, on rentre dans un engrenage de surdiagnostic et de surtraitement. Parfait, merci. Vous avez le droit de me contredire. Hein. Moi, c'est une question qui vient comme ça pour finir. Est-ce que, il me semble que la Hollande, il commence à 35 ans le test HPV. Est-ce qu'il y a un avantage à commencer à 30 ans par rapport à 35 ans? Ça a été défini comme ça en France. Je pense que les Alsaciens sont très légalistes. Quand ça a été défini, on suit. 30 ans semble plus pertinent, Jean, quand même. 35 ans, Okay. C'est quand même le pic des CIN3 à 35 ans. Hein. Bien sûr. On recherche des hauts grades quand même. Hein. Bon, comme ça a été bien dit tout à l'heure, ça me paraît un peu tard. Mais c'était des discussions très longues avec les Anglais et les Hollandais de dire pourquoi pas aussi et plus de 25 ans si on veut être parfait. Mais bon, après, on en revient, comme disait Jean-Jacques, à un excès de test HPV avant 30 ans. C'est pour ça qu'il nous faut des biomarqueurs plus spécifiques. C'est toujours pareil. Voilà, ça n'empêche pas que, c'est ce que j'essaie de vous dire, peut-être que la méthylation jouera un rôle. Hein. Il y a des résultats très intéressants. Seulement, ce n'est pas des techniques simples. Alors, bon, pour l'instant. Avant la conclusion de président de séance, bon, merci pour le timing, pour les participants et tous les gens qui ont organisé. Voilà. On dit Msoch en malgache, donc merci. Merci, merci aussi à tous les conférenciers. C'était vraiment des conférences d'une très grande clarté et je pense que c'est vraiment quelque chose.
C'est aussi une forme probablement, mais là il faudra attendre probablement les évaluations et les avis de ceux qui ont participé. Je les remercie d'avoir participé. Je les remercie aussi de nous envoyer leur vécu en la matière et puis dire sur quel point on peut encore s'améliorer pour répondre à ce genre de choses. Et je pense qu'on pourra probablement, et on aura probablement à faire prochainement un webinaire sur les intervalles trop courts. Et ce n'est pas forcément facile parce que faire face à une demande de patiente, etc., il faut déjà avoir beaucoup d'arguments et il va falloir qu'on les partage pour les avoir effectivement tout prêts. Merci beaucoup, merci à tout le monde, bonne soirée et à très bientôt. Ce webinaire sera en ligne sur le site, donc ça c'était important de le dire, dépistagecancer-ge.fr. Au revoir à tous et bonne soirée et merci à l'organisation, super. Et vous aussi tout le monde, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.